Bonjour, bienvenue sur la CAD. Oui, je vous ai laissé voir, je pense, là, la nouvelle page d'accueil du tourmaline.net. Moi, je suis très content, je la trouve très très belle. J'aurais aimé la travailler un peu aujourd'hui. Pour ceux qui sont nouveaux sur la CAD, mon nom c'est Daniel Quimper, je suis facilitateur du tourmaline.net. Le bazar disait tourmaline.net, c'est un petit réseau d'espace web. On parle surtout de prise en charge citoyenne. La CAD, c'est mon ad-lib. Je pratique avec vous, je me lance souvent sans filet, sans préparation. C'est un peu voulu, c'est même beaucoup voulu. L'idée de l'émission, c'est de vous inviter à faire mieux. C'est de vous challenger même à faire mieux avec les moyens que vous avez à la maison, avec vos angles, avec vos idées, avec vos opinions aussi. On est pour la multiplication des points de vue, on est contre les points de vue totalisants. Je ne vais pas vous donner de recettes. Je ne veux pas que vous inspiriez de moi plus qu'il faut. Je veux vraiment que vous preniez ça comme un challenge pour faire mieux. L'émission d'aujourd'hui, on est lundi le 14 octobre, il est minuit 50. C'est un peu tard. Je me suis permis de me faire un café pour être sûr de bien rester avec vous. Ceux qui sont des habitués de la CAD, vous savez, je promets toujours une émission d'une demi-heure, puis souvent je m'étire jusqu'à presque une heure ou passer une heure. Encore une fois, aujourd'hui, je vous promets une émission d'un peu plus d'une demi-heure, mais le plus condensé possible. Des fois, je m'égare, j'ai super mauvaise mémoire, puis il m'arrive de faire des digressions. Aujourd'hui, donc, on est le 14 octobre, bonne action de grâce à tout le monde. C'était prévu, c'est un show du dimanche en local, c'est prévu donc pour le 13 octobre, donc je vais peut-être me mélanger dans les dates, vous allez me pardonner. C'était prévu donc pour une émission spéciale pour parler de bibliothèque, se concentrer sur les questions bibliothécaires, dans le cadre d'une opération que le tourmaline.net a lancée qui s'appelle Voix Piétaille. Voix Piétaille, c'est un coup qu'on essaie de porter sur l'arène de débat public pour faire de l'entrepreneuriat culturel et politique afin de favoriser la reconnaissance et l'acceptabilité sociale de bibliothèques qui s'éloigneraient du modèle conventionnel, c'est-à-dire un modèle où on prête des livres, où c'est très bon chic, bon genre. Par exemple, pourquoi est-ce que la prochaine bibliothèque publique qu'on va ouvrir va avoir encore la culture du silence dedans? Est-ce que c'est encore des propos? On va en parler, on va regarder des modèles, on va regarder aujourd'hui des modèles très conservateurs. De manière générale, ici, on travaille avec le modèle de Weinstein, qui est un modèle beaucoup plus éclaté. On va le regarder, mais j'ai préparé des modèles conservateurs. Il n'y a pas de réponse. De toute manière, vous savez, il n'y a jamais de bonne réponse. Il n'y a pas de réponse, ça va vous permettre de faire des analyses qui sont très, très, très intéressantes pour des cas précis, comme par exemple le débat qu'il y a ici dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, à savoir est-ce que ça prendrait une nouvelle bibliothèque pour le plateau Mont-Royal. La bibliothèque du plateau Mont-Royal est située face au métro Mont-Royal, qui est une grande artère à Montréal, une grande artère commerciale, une jeune très diversité d'arrondissement Plateau-Mont-Royal, plein d'offres culturelles déjà. Il y a un groupe citoyen qui a proposé un projet fort d'un appui même politique, même si c'est implicite des fois, de la part des opposants au maire Ferrandez, au maire sortant Luc Ferrandez. Monsieur Ferrandez a dit votre projet il est fantastique et tout ça, mais on veut faire quelque chose de spécial pour le plateau Mont-Royal. On va regarder ça ensemble. On va parler de voie piétaire, on va parler de bibliothèque. Je vais faire une petite revue de presse. Je pense que j'ai gardé 3 ou 4 articles. Là. Si je m'égare pas trop, ça devrait aller bien. Donc, ce que je vous propose, j'ai une autonomie d'à peu près 8 minutes sur ma caméra numérique. C'est pour ça que je fais des pauses. Il n'y a pas de coupe autrement. Donc, quand le take, le clip est bon, il est bon. Quand il est moins bon, je m'excuse. L'émission est parfois inégale. Restez avec moi. On essaie de faire ça en une demi-heure. Je reviens dans 2 secondes après avoir vidé le disque de ma caméra numérique et puis on fait une courte revue de presse et ensuite on enclenche, on va parler de bibliothèque, mais beaucoup de bibliothèques avec des modèles, avec des questions et peut-être des pistes de solutions. On se revoit dans 2 secondes. Merci d'être à l'écoute de la CAD. Mon nom est Daniel Quimper. En tout temps, vous pouvez m'écrire un courriel. Ça me fait plaisir de communiquer avec moi. Si vous avez des suggestions, des critiques aussi, des commentaires, si vous voulez participer à une émission de la CAD, si vous voulez suggérer un sujet de la CAD, si vous voulez participer d'une manière ou d'une autre, peut-être faire de la sélection des nouvelles ou faire la lecture d'un bulletin de nouvelles, on est ouvert non seulement à vos propositions, mais à votre participation aussi. Hein. L'idée, c'est que de vous encourager à prendre une caméra numérique chez vous et de faire mieux que nous. Envoyez-nous votre matériel aussi pour qu'on puisse le montrer aux gens, puis qu'on puisse partager aussi des idées, puis des trucs comme ça. On se revoit dans 2 secondes. Merci beaucoup d'être là. Alors, de retour à la CAD, comme je vous disais, j'ai retenu 3 articles pour vous cette semaine. Je pense qu'ils datent tous des derniers jours. J'étais content. Évidemment, Voix Piétaire, on a lancé l'opération. Voix Piétaire, je vous rappelle, c'est une opération qui est dirigée sur
le réseau des bibliothèques, sur les bibliothèques publiques du Québec, mais en particulier sur le réseau des bibliothèques publiques de Montréal. On va en parler en long et en large dans la deuxième partie de l'émission. Je vais faire une petite revue de presse avant. Je vais essayer de faire une forme relativement hybride là, où la revue de presse s'étire un peu, où on y revient tout au long de l'émission, mais quand même faire un premier jet là, où on fait le tour des 3 articles donc, que j'ai retenus pour vous. J'étais content donc au début du mois quand le journal Le Plateau a sorti un article sur il faut revitaliser la place Gérald Godin, mais c'est pas tout à fait le titre qu'elle a cité. Je pense que c'était Daphné Tranche-Montagne à ce moment-là qui était au journal Le Plateau. Mais on va en parler. C'est le projet là, qui émane surtout de Plateau Art et Culture, qui veut revitaliser donc l'entourage du métro, de la station de métro Mont-Royal avec une nouvelle bibliothèque. C'est vrai qu'elle est vieille et vétuste, la bibliothèque de la rue Mont-Royal. On a une autre bibliothèque ici dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, la bibliothèque du Myland, qui est hébergée, qui est abritée dans une ancienne église anglicane qui est très belle avec des vitrines et tout ça, mais des vitraux, pardon. Mais bon, on va se concentrer sur ce débat-là, à ces 2 visions qui s'opposent. M. Ferrandez qui dit qu'il n'est pas question, par exemple, de faire un copier-coller des autres maisons de la culture sur le plateau Mont-Royal, sachant plutôt qu'il y a une offre culturelle déjà extraordinaire dans les environs et du côté du projet citoyen, projet du milieu, appuyé au moins implicitement là, par Mme Danielle Lorrain qui challenge, qui défie Monsieur le maire sortant, Luc Ferrandez, pour la Coalition Montréal, qui dit non, ça a du bon sens comme projet, on va aller de l'avant avec ce projet-là. Je vais les citer mieux que ça tout à l'heure. J'ai retenu, j'étais content donc parce que c'était une émission spéciale qui s'en est sur les bibliothèques. J'ai dit, hey, c'est fantastique, dans ma revue de presse, je garde juste cet article-là, puis on va en parler en long et en large, puis ça va nous permettre de faire une émission vraiment concentrée sur les bibliothèques. J'ai pas résisté à la tentation de retenir le scandale des appels robotisés. Il y a même eu ici dans le plateau, probablement vous en avez entendu parler, là, le Vigigate, où on soupçonne Projet Montréal d'avoir donné, bon on les soupçonne pas en fait, on sait qu'ils ont donné une subvention à un organisme qui s'appelle Plateau Milieu de Vie, et puis là, est-ce qu'il y avait du copinage politique, tout ça? J'ai retenu une entrée de blog là-dessus, ça a fait jaser sur Facebook, vous savez comment c'est sur les réseaux sociaux, des fois ça devient des scandales avec pas grand-chose. Dans ce cas-ci, on s'est beaucoup attaqué à Mme Kathleen Lévesque qui a signé l'article dans la presse, qui on dit, bon, peut-être qu'elle a été vite un peu, parler de détournement de fonds, tout ça, sans vraiment enquêter. Pour ce qui est des appels robotisés de Marcel Côté, vous savez, il n'a pas, le sondage n'était pas en soi illégal, même que ce soit pour sonder l'opinion, pour tester des lignes, des angles, des trucs comme ça, c'est pas que c'était illégal, c'est que ce n'était pas identifié. Donc, j'ai retenu appel automatisé, Bergeron et Coder portent plainte. C'est Radio-Canada. Je pense que c'est un texte de François Cormier, oui. Je l'ai retenu parce que c'est très rare que j'écoute les informations de la télévision. Alors, je sais que M. Bergeron a réussi quand même à véhiculer un certain pathos, sinon à émouvoir le public en se sentant très touché par cette campagne de publicité. Et puis, j'ai retenu l'article de Radio-Canada parce que moi aussi, j'ai fait le saut en voyant les termes qu'utilisait M. Bergeron. Il ne va pas de moins voir qu'il a décidé de frapper sur Marcel Côté et ses acolytes. J'ai souligné en jaune, ces procédés vicieux, mensongers et illégaux sont indignes d'un candidat à la mairie de Montréal. Alors, je pense que le texte date du 8 ou du 10 octobre, là, mais je l'ai gardé. Je pense que c'est très important ce qui vient de se produire. Je vais me permettre un petit écart, puis je vais aller très rapidement. Sur Barricade Plus, j'ai écrit un texte à la fin du mois de février qui s'appelle « Montréal et son économie du service ». Un truc comme ça, je vais vous montrer le lien à l'écran. Et puis, je cherchais une façon en français de dire il faudrait bien que le prochain maire de Montréal ou la prochaine mairesse de Montréal joue de la politique dure. Hein? J'avais en tête hardball. Qu'elle soit capable, que le politicien qui était pour prendre le siège de maire soit capable de sortir de cette espèce de tractation avec les citoyens où on lance des grands projets qui sont des slogans et des trucs comme ça, mais qu'il n'y a rien vraiment de concret. On dit on va aller chercher plus d'argent. Vous connaissez la rhétorique, il faudrait qu'on ait plus d'argent. Ouais, mais l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres de toute manière. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire le prochain maire ou la prochaine mairesse? Aller cogner au premier ministre et dire je suis bien plus intelligent, je suis bien plus beau, je suis bien plus fort. Vous devez tous bien envoyer à ma fiole. C'est une blague que je fais, vous comprenez. Mais en même temps, dans tout ce climat-là où il y a la corruption et tout ça, je trouve ça intéressant
intéressant de savoir que Marcel Côté a choisi de faire, je vais appeler ça de la vieille politique, comparativement à Projet Montréal qui dit, nous, on fait de la nouvelle politique, on va être super clean, on va être super propre, tout ça. Je vais faire attention, je vais essayer de faire plus attention à mon français. Je reçois les plaintes que vous m'adressez quant à la qualité de mon français. Comme je vous ai déjà expliqué aussi, j'essaie de faire une émission populaire, donc pour moi, je parle le québécois là, avec vous, puis je trouve ça correct aussi de ne pas essayer de faire une émission élitiste. Fiez-vous pas au nid de poule, j'allais dire, fiez-vous pas au nœud papillon. Je me suis égaré. La question que je vous pose, vous êtes maire ou mairesse de Montréal, et puis après 1 an de mandat, 2 ans de mandat, 3 ans de mandat, il y a la mafia qui vient cogner à votre porte, ou même le lendemain. Ils vous disent, écoutez, ça a toujours marché de même, là, je veux bien croire, vous êtes élu, puis vous avez promis d'être propre, tous les candidats promettent d'être propre. Qu'est-ce que vous feriez? Vous appelleriez pas la police, vous auriez peur, sans doute, puis tout ça. Moi, je ne connais pas ça, le crime organisé, tout ça, mais j'imagine qu'il y a quand même un climat de crainte. Donc, Marcel Côté, en faisant cette erreur-là, devient un peu l'homme qu'on attend. Qu'est-ce que ça veut dire vieille politique? Pardon, j'avais perdu le fil. Qu'est-ce que ça veut dire vieille politique? Ça veut dire, vous savez ce à quoi vous pouvez vous attendre de moi. Si j'ai un... je vais dire, non, il y a erreur sur la personne. Le squelette, c'est quand j'avais 16 ans, là, puis c'est une mauvaise interprétation, de la journaliste là-bas. J'ai été cité hors contexte et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la nouvelle politique? Ça veut dire que c'est un peu imprévisible. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Si, je ne vais pas dire son nom, là, mais vous savez des politiques, je parle des trois candidats plus de Mme Joly, vous savez bien qu'à 14 ans, 16 ans, 19 ans, puis à 24 ans, ils ont fait des erreurs, puis ils ont des photos avec une bière dans les mains, puis en train de festoyer, il y avait des amis à ce moment-là, puis ils ont pris une photo, puis ils pensaient que c'était une bonne idée. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Si jamais ils n'ont pas vécu ce type d'affaires-là, ben ces gens-là, ils n'ont pas de vécu pantoute. OK? Donc, à quelque part, qu'est-ce qu'on peut s'attendre lorsqu'il va y avoir un premier squelette qui va sortir d'un politicien qui prétend faire de la nouvelle politique? Je trouve que c'est une belle question dans le contexte où on parle beaucoup de corruption, de probité puis tout ça. Lors de la dernière émission, c'est pas la semaine passée, mais l'autre semaine, je vous disais, à un moment donné aussi, il faut se demander si les agents si on veut contrôler les agents corrupteurs, tout ça, quelle sorte de menottes ou quelle sorte de surveillance on exerce sur les décideurs? Est-ce qu'ils sont menottés? Est-ce que ça devient de la papeterie? Je sais pas, moi, pas de la papeterie, mais des tâches administratives infinies pour s'assurer que le contrat qui est octroyé est propre, là. Hein? Bon, je pense que c'est des belles questions à poser. Je sais que je ne critique pas le travail des médias actuellement, mais je pense qu'il y a des angles qu'on peut regarder à côté où c'est pas si clair que ça. Si vous faites venir votre beau-frère à la maison, puis il est plombier, puis vous lui annoncez après à la job que vous n'avez pas le 200$ tout à fait, puis qu'il pourrait peut-être vous faire un deal à 50$, pas de taxes, pas de facture, bon, je ne sais pas si c'est de la corruption, ça dépend évidemment de votre conception de tous ces mots-là. Dans le cadre de la commission Charbonneau, tout ça, aussitôt qu'on parle d'une petite dérogation, on est rendu dans le terme de la corruption. Tout ça pour vous dire, peut-être que je me suis trompé, moi aussi, dans le titre Montréal et son économie des services, en voulant chercher à dire, j'aimerais ça que le prochain maire ou la prochaine mairesse de Montréal sorte de la prudence, la prudence que de l'administration Tremblay a épuisé ma patience. C'est tout. J'ai manqué un peu de temps sur mon DVD, pas mon DVD, mais mon disque dur du disque dur de ma caméra, pardon. Ce que je vous disais, donc je vais recommencer ma réflexion à voix haute, là, mais très brièvement. Montréal et son économie des services, je pense que c'est signé du 29 septembre dernier. Ce que j'essayais de dire, donc, c'était que je voulais du prochain maire ou de la prochaine mairesse de Montréal qu'elle soit capable de jouer dur, qu'elle soit capable de nous sortir du mode patience, du mode tractation avec la citoyenneté, le meilleur est à venir, par exemple, où on a plein de projets en cours, c'est fantastique, mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour que Montréal redevienne une grande ville? J'ai en tête, par exemple, Montréal Métropole culturelle, un chantier de 10 ans, une très, très belle entreprise, des quartiers culturels, tout ça. Pour le moment, moi, je trouve que ça ressemble à un des chars allégoriques. Hein, dans les défilés, tout ça, là, on en parle. Ce que je vous disais à propos de Marcel Côté, ou en fait du scandale, appelons ça du scandale, là, le scandale des appels robotisés, c'est que peut-être que ce que j'essayais de dire, hein, je réfléchis à voix haute avec vous, puis vous jugerez mon propre jugement, là, c'est que, est-ce que j'essayais de vouloir... Est-ce que je cherchais un maire de ce type-là, moi, qui est capable de jouer sale, en bon français, et puis d'arriver à ses fins?
Je vous donne l'exemple, encore une fois, de quelqu'un qui va cogner sur la porte de Madame la Première ministre ou Monsieur le Premier ministre. Il ne va pas lui dire « je suis le plus beau, je suis le plus fin, je suis le plus intelligent », puis les autres, ils étaient tous des nonos, là. Moi, j'ai pas l'impression que ça va convaincre un Premier ministre. Il va falloir qu'il donne, c'est donnant-donnant. Donc, je vous parlais de 2 secondes de l'administration Tremblay, qui a été une administration qui est très, très patiente. Je me souviens de la prudence qui aurait caractérisé, je me cite, là, je me permets de me citer, la prudence qui aurait caractérisé l'administration de M. Gérald Tremblay. Moi, je trouve qu'au niveau de la politique, moi, je trouve que Montréal a été très prudente durant l'administration Tremblay. Je pense que les prochaines élections, nonobstant tous les scandales de corruption, le débat sur la probité de l'Hôtel de Ville de Montréal et tout ça, je pense que l'élection qui va venir le 3 novembre, c'est aussi l'occasion d'un renouveau. Hein. Ça fait 10 ans qu'on était avec M. Tremblay. Maintenant, on va avoir un nouveau maire. Il y a quelque chose de le fun là-dedans, un nouveau maire ou une nouvelle mairesse. Il y a quelque chose de plaisant là-dedans, certainement. Ça peut donner un nouveau souffle à toute la vie citoyenne. Alors, pourquoi pas s'en réjouir. Hein. Maintenant, je me suis égaré. Je pense que j'ai manqué un petit bout, là, mais c'est pas trop grave. Là. Ça ne doit pas être si grave que ça. Ça ne doit pas être si important que ça. Réorchestrer l'assise géographique de la métropole et des nombreux slogans qu'elle met de l'avant pour se définir. Ville de savoir, métropole culturelle, métropole durable, sous le joug de la prudence, épuise la patience. Donc, l'accumulation de slogans ne fait pas de réalisation concrète. Puis quand je parle de réalisation concrète, là, je ne veux pas dire, là on se donne un échéancier précis, puis durant le premier mandat, il va arriver ça, puis tout ça. Je veux dire qu'on ait l'impression, nous, comme concitoyenneté montréalaise, qu'on est redevenu une grande ville, qu'on est une grande ville, ou qu'on s'est approché d'être une grande ville, du moins du monde francophone. Je pense que c'est possible, en tout cas, pour Montréal, qui a plein d'atouts. Troisième article que j'ai gardé, le deuxième article plutôt que j'ai gardé, c'était sur la liberté académique. M. Guy Lachapelle, qui est professeur à l'Université Concordia de sciences politiques, qui signe une lettre d'opinion dans Le Devoir, je pense que c'est le 9 octobre, dans laquelle il s'inquiète du... on parle souvent des pays exotiques, je dirais la Russie, parce que les pays éloignés, des pays qui ont une réputation ou qui ont eu un passé totalitaire et des trucs comme ça, où on s'attend que du gouvernement qu'il soit biaisé, que leurs chercheurs, même, on cherche des poux, hein, ils doivent être biaisés. Il dit les sciences humaines et les sciences sociales, là, ça s'en vient au Canada, aux États-Unis, là, soyez pas naïfs, nos gouvernements nous tordent le bras pour qu'on véhicule les bonnes valeurs. Hein. C'est-à-dire quand vous tapez un texte là, derrière votre ordinateur, assurez-vous donc de servir l'intérêt de tous les Canadiens, toutes les Canadiennes. Évidemment, le référent politique de toutes les politiques canadiennes, de toutes les politiques québécoises, c'est que ça sert l'intérêt de tous les Québécois ou ça sert l'intérêt de la province ou du pays, du sous-État ou de l'État. L'argument central, c'est ça, il donne par exemple l'argument d'un sénateur républicain de l'Oklahoma qui dit que les fonds devraient uniquement financer des recherches qui font la promotion de la sécurité nationale ou des intérêts économiques des États-Unis. Bon, on parle de sciences humaines, on parle de sciences sociales, on ne parle pas de sciences économiques. La science économique, là, écoutez, c'est comme la météo, hein. Il y a pas, c'est pas une science plus exacte que je sais pas, la psychologie ou j'en passe, là. Ou la psychiatrie, par exemple, hein, qui a quand même rapport avec la médecine, mais souvent, je pense que ça a perdu un peu de souffle avec l'affaire Guy Turcotte et tout ça, là, on commence à les mettre de côté. Je pense que c'est justement, je m'excuse, j'ai fait un peu de coq à l'âne, mais j'ai pensé à ça dernièrement, c'est probablement l'ère des urbanistes. Hein. Donc, la fenêtre est belle pour M. Bergeron. Il arrive deuxième là, derrière M. Coderre dans le dernier sondage, 39% M. Coderre, 23% M. Bergeron. Là, j'ai une mauvaise mémoire, comme je vous disais. Je pense que c'est Mélanie Joly qui arrive 23-26%, et puis Marcel Côté là, qui ferme un peu la marche dans ces eaux-là. Moi, ce sondage-là, je trouve qu'il est très réaliste. J'ai de la misère à croire qu'il est vrai à ce point-là. Maintenant, je pense que je donnerais je me souviens plus des chiffres exacts, mais je pense que je donnerais une petite prime à l'urne à Projet Montréal. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus forts que ce que le sondage de laisse sous-entendre. Et puis, bon, c'est difficile pour le moment de mesurer ce que le scandale des appels robotisés va faire subir à M. Côté, qui peine à rentrer dans cette course. Là. Il est arrivé comme... il s'est présenté comme le challenger de Denis Coderre, presque. Hein. Denis Coderre, qui était un policier bien établi, il est arrivé là, il a dit « Moi, je suis capable d'être en compétition contre lui. » Et puis, quitte même à ce qu'on se demande si Mme Harel, elle n'a pas dit « Moi, je vais lui laisser la place parce qu'il a plus de chances de gagner que moi. » Mme Harel, qui est quand même une politicienne aussi bien établie.
J'ai gardé un troisième article, c'est celui du plateau, mais je vais vous parler rapidement, là, puisqu'on parle d'Isabelle Robotisé, un truc qui vient de, je vais manquer de temps, ça vient du blog Plateau et Culture. On parle de copinage politique en référence à l'article dont je vous parlais de Kathleen Lévesque, là, qui disait, il semble y avoir un pépin dans cette subvention de 36 500 $ là, que Projet Montréal a donné à l'organisme Plateau Milieu de Vie. Monsieur Christian Dupuis de Plateau Agriculture s'inquiète et dit, ben là, écoutez, c'est vrai que la subvention, tout ça, ça a l'air bien beau, mais Plateau Milieu de Vie, c'est pas juste un kiosque qui vend des fruits et légumes, là, pour ça, pourquoi ils ont reçu la subvention. C'est aussi un organisme là, qui fait la promotion d'un projet social qui est fort apparenté au programme politique de Projet Montréal, et tout ça aux frais du contribuable. Donc la question est légitime, effectivement, comme il dit, ma question est légitime, quand même bien que la subvention serait faite pour acheter des fruits et des légumes ou des entreprises. Je nettoie mon disque dur et je vous reviens dans 2 instants. Le troisième article que j'ai gardé pour vous, la culture s'invite dans la campagne électorale, c'est effectivement Mme Daphné Tranche-Montagne, qui était la journaliste et rédactrice, je pense qu'elle était rédactrice en chef aussi du journal Le Plateau, c'est un journal de quartier, qui signe l'article. C'est publié le 1er octobre sur le web. Je pense que ça a sorti le jeudi, là, ça se peut pas le 1er octobre jeudi, c'était un mercredi si je ne me trompe pas, le 1er octobre. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il est rendu maintenant au Journal de Rosemont. Il y a un nouveau journaliste ici sur le plateau, son nom m'échappe, je vais y revenir la semaine prochaine. Donc la culture s'invite dans la campagne électorale. Gros papier, elle dit l'organisme Plateau Agriculture, qui avec un rassemblement citoyen propose un projet structurant pour les environs de la station de métro Mont-Royal. On veut une nouvelle bibliothèque, on veut une nouvelle maison de la culture, on veut un centre culturel, une maison de la poésie également. Et puis, la culture s'invite dans la campagne électorale. Le projet est bien monté. C'est Christian Dupuis qui est le porte-parole pour ce projet-là. C'est lui qui représente le Plateau Agriculture. Il signe souvent des blogs, d'ailleurs, sur le blog de Agriculture. Et puis, on dit, pardon, j'ai pas les bons documents devant les yeux. Là. En fait, on dit il va sûrement y avoir des réactions politiques. M. Ferrandez va parler, Mme Lorrain va parler, c'est effectivement le cas. M. Ferrandez dit le plateau est la mecque de la culture au Canada. Nous ne ferons pas un copier-coller des maisons de la culture, des milieux où l'offre culturelle est 100 fois inférieure à ce que nous vivons ici. Nous travaillons sur pied à une proposition très spécifique au plateau. M. Ferrandez, maire sortant, Projet Montréal. Mme Danielle Lorrain, celle qu'on entrevoit comme la principale challenger de M. Ferrandez ici sur le plateau pour la coalition Montréal-Marcel Côté. Je suis assez mélangé avec l'espèce d'étiquette équipe. J'en ai parlé, je pense, il y a une semaine ou deux. Là, à un moment donné, là, c'est un parti politique où vous êtes juste un joueur, puis les autres, c'est tous des petits anonymes, puis tout ça, puis ça vaut même pas la peine d'en parler parce qu'on va juste retenir le nom du chef. Là. Bon, enfin, moi, je pense que la recette a fait époque depuis Monsieur Dumont, puis j'imagine que si j'étais politicien, puis on me disait, hey, ça fonctionne, cette recette-là, je ferais la même chose, mais je trouve que ça nuit à la vie politique, à la qualité de la vie démocratique, dans le sens où on n'est pas intéressé à savoir le nom des autres, des conseillers d'arrondissement et des trucs comme ça, parce que, bon, il y a le chef du parti. Danielle Lorrain dit mon équipe fera de la culture une priorité. Notre mandat sera marqué par la mise sur pied de 2 projets d'envergure. Elle parle de la revitalisation de la place Gérald Godin, c'est la place qui entoure la station de métro Mont-Royal, et la construction d'un centre culturel qui permettra de réunir sous un même toit la bibliothèque, la maison de la culture, voire de créer une maison de la poésie. Donc on parle de construction d'un centre culturel. Je vous montre un graphique, je vous le dis là, ici on travaille avec des modèles éclatés, c'est un modèle qui est extrêmement conservateur, puis en plus j'ai presque fait exprès, je vous l'ai mis en bon français, le top to bottom, là. Vous le
montrer tout de suite. Il y a une version un peu plus éclatée de ce modèle-là qui est remis à l'horizontalité. Travailler au moins avec ce modèle-là. Là, j'ai un modèle où il n'y a pas de flèches. Je vais essayer d'ajouter des flèches sur mes modèles de manière à ce que vous puissiez suivre ce que je vous jase en regardant le modèle et mieux comprendre, vous en servir comme illustration. Je reviens premièrement sur un truc que je disais il y a 2 semaines à propos de la candidature de Mélanie Joly, qui commençait à me décevoir. Moi, on est le bazar d'idées, tourmalène.net, elle vient de Génération Idée. Je me suis dit, hey, mon monde va aimer d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça. On va la suivre, on va regarder son programme, tout ça, puis on va essayer d'avoir un petit billet même, OK? Et puis j'ai dit, ben là, il me semble que aux forces de multiplier les mises en candidature dans différents arrondissements, puis tout ça, puis elle est rendue avec plein de candidats, qu'est-ce qu'elle a encore d'indépendante? J'ai dit un truc dans le genre, vous voyez, elle s'est proposée comme à côté du script conventionnel, je me présente comme une politicienne indépendante, comme une candidate indépendante, et puis elle a été cooptée par le système. Donc je vous montre le modèle, un modèle qui n'a pas vraiment de nom, je n'ai pas noté de qui venait ce modèle-là, mais j'essaierai de vous donner la référence là, si c'est possible. Elle a été cooptée par le système, donc elle s'est inclue dans le script, et il ne reste plus que le relent de ce qu'elle a présenté. Hein. Elle s'est dit, je suis une candidate indépendante. Maintenant, il n'y a plus de différence entre Mélanie Joly, candidate indépendante, finalement, c'est le parti Vrai Changement pour Montréal. Elle a été cooptée. Modèle que je vous montre, mais en haut, les conditions méta-constitutionnelles. Hein. Absolument, ici, on parle de conditions objectives avec le modèle de Weinstein. Je vais essayer de vous le mettre à l'écran, là. Mais bon, c'est presque identique. Ce que je veux vous montrer avec ce modèle-là, là, méta-constitutionnel, constitutionnel, les conditions du choix exercice. Vous pouvez remplacer conditions par situation, situation des choix collectifs, puis les conditions opérationnelles. Là. Le choix des acteurs, hein, un acteur, dans l'exemple que j'utilise, c'est Mélanie Joly. Mélanie Joly qui fait une décision opérationnelle, donc en bas, là, dans le milieu, sur le plancher. Elle dit, moi, je me présente comme candidate indépendante, et puis les conditions métaconstitutionnelles, c'est comme si, tout se passe comme si les conditions l'avaient rattrapé. Et elle avait dit, viens dans le système, tu vas pouvoir changer le système de l'intérieur du système, vous connaissez la rengaine. Je vous propose rapidement de regarder un modèle un peu plus éclaté. C'est à peu près le même modèle, mais sous le format horizontal, où vous avez les arènes de débat formels, hein, le système, puis les arènes de débat informels, les groupes de pression moins officiels, les actants aussi, les individus, les entrepreneurs politiques, c'est pas dans des chambres enfumées en cachette. On en fait de l'entrepreneuriat politique et culturel avec voix piétête, tout ça, puis tout est très, très, très transparent, tant au niveau de l'idéologie que jusqu'au summum de l'APEX. Vous comprenez ce que je veux dire? Monsieur Dupuis et ses acolytes ont fait la même chose pour Gérald Godin. Ça amenait une campagne de publicité. Ça a amené aussi, c'est pas une coïncidence, évidemment, qu'en pleine campagne électorale, ils aient choisi de déposer leur mémoire, leur présentation, puis tout ça, puis de forcer une réaction politique, hein, on se comprend. Donc, il y a les veilles formelles, puis les veilles informelles aussi. Donc, on va en reparler pour les bibliothèques. Je voulais placer ces 2 tableaux-là tout de suite. Je refais évidemment, il y a la pérennisation des règles en vigueur. Alors, j'ai parlé de corruption, je m'excuse de faire du coq à l'âne. J'ai parlé de corruption tout à l'heure rapidement. Quand je vous disais, est-ce que les décideurs doivent avoir des menottes, toujours la menace des menottes, à un moment donné, vous ne pouvez pas menacer vos décideurs. Là. Vous avez l'immunité parlementaire, on en entend parler. Vous ne pouvez pas menacer toujours vos décideurs qu'au moindre accroc, on se ramasse en prison pour la vie parce que ça n'a pas de sens qu'un tenant de charge publique ait commis un accroc, parce qu'à un moment donné, vous paralysez le système. Hein? Le décideur est là pour prendre des décisions, puis c'est sûr que s'il prend une décision, ben, c'est qu'il y a un choix, puis c'est sûr qu'il y a une des 2 personnes, un des 2 choix qui va être défavorisé et l'autre favorisé. Bon, là, il y a plein de raisons qui peuvent rentrer en ligne de compte entre vous et moi. Comment ça que le monsieur ou la madame qui décide d'octroyer le plus bas soumissionnaire un titre longuement, il me semble que juste une feuille Excel, puis tu dis, ben, je veux voir c'est qui le plus bas soumissionnaire qui remplit toutes les conditions. Tu sais, écoutez, c'est une base de données, peut-être pas Excel, mais c'est une base de données Access, là, on paye sur Enter puis c'est réglé, tu n'as pas besoin d'un titre long de même pour voir c'est qui le plus bas soumissionnaire. Là. Bon, enfin, là, je pense que je me suis pas trop égaré. Là. Je refais le tour rapidement de ma revue de presse, et puis ensuite, on va plus parler de bibliothèque, on va parler de la place Gérald Godin un peu plus en profondeur. Appel automatisé Bergeron et Coderre.
Ce que je voulais vous dire, que je voulais ajouter rapidement, M. Côté risque de vouloir thématiser, d'ailleurs c'est l'angle, je pense, qu'il a privilégié. Des fois on parle de représentation, de la politique de représentation, des trucs comme ça au niveau de la structure. Là. Je pense qu'il va essayer de thématiser son unicité. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Pourquoi on voterait pour lui? Parce qu'il est prévisible. Hein? Oui, bien sûr, M. Côté a des squelettes dans le garde-robe, puis on sait à quoi s'attendre avec un politicien de ce genre-là. Il va faire face à la musique. Bien sûr, il va sortir devant les caméras, il va mentir, il va dire je ne suis pas au courant de rien, je suis sans reproche. Si la vague de tollé passe, bon, il survit un autre mandat, hein, par exemple. Si elle passe pas, ben, il arrive un truc comme il est arrivé avec M. Tremblay. N'oubliez pas que le crime organisé va être encore là, mais qu'on ait changé de maire, là, que ce soit M. Coderre, que ce soit Mme Joly, que ce soit M. Bergeron, que ce soit M. Côté qui soit là. Donc, je pense que je voulais le rajouter parce que au diable les dépenses, au diable l'émission de juste 30 minutes. Je me suis fait un autre café. Vous me pardonnerez, j'espère. J'ai craint que mes dents vont devenir de plus en plus jaunes. Je vous montre, j'étais en train de refaire un petit tour d'horizon de ma revue de presse. Là. Je vous montre un modèle qui associe perception et pouvoir. C'est un modèle habituellement que j'utilise pour déterminer l'espace politique pour une nouvelle politique, pour de l'entrepreneuriat politique. On va en parler tantôt de l'entrepreneuriat politique. C'est pas tout à fait les mêmes modèles que j'utiliserais pour l'entrepreneuriat culturel, mais on parle d'entrepreneuriat politique de ce temps-ci, surtout avec Voix Pietaille. Ce modèle-là, tantôt je vous disais, allez voir Barricade Plus, l'article que j'ai signé à la fin septembre, où je vous disais que je m'inquiétais de mon propre juge. Je me disais, mon Dieu, est-ce que je suis en train de dire que je voudrais avoir un maire qui est capable de jouer dur, qui est capable de jouer sale, comme M. Côté le fait avec M. Bergeron, avec M. Coderre, avec Mme Joly aussi. Dans tous les cas, il y avait une ligne négative là, qui était adressée. C'était une publicité négative. Là. Bon, c'était un sondage, en ce que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, sur ce modèle-là, vous avez le pouvoir des joueurs, des actants. Ça peut être les groupes sociaux, ça peut être aussi les classes citoyennes, par exemple les étudiants, les féministes, les groupes plus idéologiques, les groupes comme les grandes entreprises, comme les partis politiques tiers, les grands partis politiques aussi. Vous pouvez juger de la perception que les gens ont. Est-ce que c'est une bonne perception? Est-ce qu'ils sont généralement mal perçus? Ils sont perçus négativement? Comment ils sont leur pouvoir? Puis vous pouvez mesurer quand il arrive un événement comme ça, ou quand il arrive une chaîne d'événements, comment est-ce qu'ils bougent ces partis politiques-là ou ces actants-là. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vous présenter ce modèle-là quant à ma propre réflexion sur mon propre jugement lorsque j'ai décidé de vous mettre, de ramener, de faire une corrélation entre l'article Montréal et son économie des services et où je disais, faudrait que le prochain maire, faudrait que la prochaine mairesse soit capable de jouer un peu plus dur. Là, pour la patience est à bout. C'est beau les grands projets. Je sais qu'ils se réalisent au complet ou à moitié ou pas du tout, ça c'est un détail. C'est beau les grands projets, ville de savoir, tout le kit, même si vous construisiez, même si vous avez réussi à construire plutôt 5 ou 10 grands hôpitaux avec des terrains de golf sur le toit, des héliports partout, tout le kit, je serais bien content, mais je ne suis pas sûr que j'aurais l'impression de vivre encore plus dans une ville de savoir qu'avant la construction de ces 10 hôpitaux. Maintenant, je voulais, l'article finalement avait évidemment un cœur, avait quand même un angle, c'était celui où j'expliquais que l'administration Tremblay, si je la trouvais prudente, c'est qu'elle n'avait pas paniqué devant la mouvance, la permutation, pas la permutation, la transmutation du centre de pouvoir vers l'ouest. Ça fait longtemps qu'on en parle. Avec les attentats du 11 septembre, on a changé d'angle. On pensait, à cause de la montée du sud-est asiatique, comme force économique, tout ça, l'Australie, tout ça, qui se pose des questions, qui dit il est temps qu'on regarde autour de nous. On n'est même plus une puissance. Là. On était le continent de l'océan. On était l'Océanie, hein, il n'y a pas si longtemps, de 20 ans. Et puis, il n'a pas paniqué donc, devant cette mouvance vers l'Alberta avec le pétrodollar canadien. Il y a 10, 20
peut-être 30 ans même, on pensait à cause d'Hollywood aussi, hein, ils vont faire de la culture populaire, ils vont faire de la culture populaire, ils vont faire de la culture de masse, ils vont faire de la culture de masse. À un moment donné, ils ont une autre philosophie que la nôtre. Bon, maintenant, avec les marchés interreliés, tout ça, c'est plus vrai que Vancouver profite d'une récession dans l'Est du Canada. Hein. Bon, il suffit qu'un financier à Paris fasse quelque chose de croche pour que toute la planète soit déréglée. Donc, allez lire l'article si ça vous intéresse. Je vous la présente dans cette revue de presse-là, vraiment pour que vous pour faire de l'autocritique. Hein. Il se peut que je me sois trompé, puis que ce que je vous entendais là-dedans, c'est que je voulais avoir un politicien qui était capable de jouer sale. J'ai parlé aussi de l'entrée de blog de M. Christian Dupuis, si je ne me trompe pas là. C'est signé il y a quelques jours, le 8 octobre, l'affaire Christine Gosselin. Donc, Christine Gosselin va être candidate dans le district Jeanne-Mance à la place de Piper Higgins. Mme Piper Higgins, on en a parlé, je pense, il y a 2 semaines. C'est celle qui a toqué la porte de Projet Montréal en disant « Ils me font du bullying un peu. » Il y avait d'autres choses. Là. Il y avait un enjeu propre au plateau là-dedans. Mais bon, ce que moi j'avais décidé de retenir, c'était un peu cette fâcheuse habitude de Projet Montréal de dire que quand un candidat partait, on fermait la porte comme une espèce d'establishment. Vous savez, là, quand votre employeur, quand vous quittez votre emploi, même si c'est dans des bons termes, votre ancien employeur veut fermer la porte. Je comprends ça, c'est très raisonnable. Puis en plus, là, on est en politique. Mme Piper Higgins a changé de camp et est rendue pour Coalition Montréal. Donc, elle va se présenter contre Christine Gosselin, qui était au bureau des élus. Je me souviens plus de son titre, je pense que c'était directrice. Je ne m'aventurerai pas, là. Mais elle était au bureau des élus. Et puis, Plateau Culture revient sur l'affaire des subventions à l'organisme Plateau Milieu de Vie. Dit, mon Dieu, il me semble qu'il y a conflit d'intérêt. On voudrait bien... Ils sous-entendent que Mme Christine Gosselin a monté la page Facebook ou a fourni de l'aide à Plateau Milieu de Vie, puis ils se disent que ça ressemble à du copinage politique. Là. On n'est pas en train d'exagérer, de faire un scandale, puis de s'attaquer aux gens qui font du bénévolat, puis qui vendent des carottes, puis des patates pas chères. Là. On est en train de dire que cet organisme-là fait la promotion du programme politique de Projet Montréal, puis ça nous inquiète, ça nous enquiquine, et puis on veut poser la question, on va de l'avant. Sur Facebook, il y a eu les deux camps qui se sont affrontés un peu en disant voyez, vous autres, là, vous voulez pas voter Ferrandez, vous êtes des Marcel Côté avec vos appels robotisés négatifs, toute la kit, puis nous autres, on fait de la politique propre, puis eux autres qui disaient que, je sais pas moi, que c'est bien beau faire pousser des carottes, mais maintenant, c'est important de bibliothèque. Vous voyez, c'était des débats cultivés, c'était des débats bien menés, puis tout ça, je vous les vulgarise rapidement. Là. La culture s'invite donc j'avais préparé d'autres modèles, je vais juste regarder si vous me permettez un instant. Oui, ok, ça peut attendre. Je vous le présente rapidement, ce modèle-là. J'avais le goût de travailler avec vous sur ce modèle-là, en prenant, par exemple, Voie Piétaille et le projet de la place Gérald Godin pour vous montrer comment on fait du courtage de politique. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Pas qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat politique, on verra pas ça dans une émission comme celle d'aujourd'hui, là. Mais pourquoi est-ce que ça se dirige les instances? Hein? On essaie de s'éloigner justement des modèles d'en haut en bas. J'aime pas l'expression, vous savez que top to bottom, il me semble que ça se diminue d'en haut en bas. On va s'habituer, d'en haut en bas. On essaie de faire la promotion, tout le monde, démocratie participative, tout ça. Des idées qui viennent du milieu. Hein? Rabaisser le Parlement puis tout ça. Attendez, quand je dis rabaisser, là, prêtez pas des propos, prêtez pas un sens avant que j'ai fini ma phrase. Là. Quand ils sont au Parlement, tout ça, là, ça s'inspire de l'agora antique, tout ça, puis eux autres s'inspiraient des dieux grecs, tout le kit, là. Juste les ramener un petit peu sur Terre, ça les empêche pas de rêver, ça les empêche pas de faire du bureau, ça les empêche pas de travailler, puis dire, regardez donc sur mon plancher à moi, quel type d'intérêt vous servez lorsque vous débattez comme ça au Parlement. Donc, on va revenir sur ce modèle-là. Moi, comme je vous dis, là, quand je regarde les modèles ici, j'ai pas les flèches, mais je vais les mettre. Les flèches vont aller vers la décision des instances. Ce qui est important, c'est de s'imaginer que le modèle, c'est quand même des idées qui viennent d'en bas. Quand vous parlez d'entrepreneuriat politique, arrêtez d'avoir tout le temps dans la tête des riches financiers qui sont en cachette, tout le kit. L'entrepreneuriat politique, ça vient du milieu aussi. OK? Donc, évidemment, il y en a qui ont leur rentrée proche des tenants de charges publiques ou des politiciens et tout ça, puis vous pouvez voir qu'ils ne sont pas sur le plancher, là, mais ça, c'est un autre débat. Rapidement, juste peut-être mentionner, avant que je change
mon disque dur de caméra numérique, là. Il faut que je le retrouve rapidement, dans une minute. OK. Le cadre général du projet, c'est un centre culturel donc, qui deviendrait un axe structurant du design. On parle de mettre des toits verts et des trucs comme ça. C'est très, très bien fait. Je vous présente, je vais vous présenter la photo là, maintenant et puis aussi durant la pause là, de 5-10 secondes pour changer ma caméra. Je vous pose une question. Alors de retour à la CAD, j'ai été interrompu là, par manque de temps. Projet rassembleur autour du métro Mont-Royal, je vous ai montré ou je vous montre la maquette, l'esquisse du projet de revitalisation de la place Gérald-Godin, tel que présenté par l'organisme Plateau Agriculture et d'autres représentants du monde communautaire et commerçant aussi. C'est super beau. Hein? Dans le coin en haut à gauche, là, je vais essayer de vous le pointer, là, on parle du centre culturel où il y aurait une maison de la poésie, la nouvelle bibliothèque, tout ça. La mairie d'arrondissement qui est présentement sur l'avenue Laurier déménagerait donc sur Mont-Royal dans les locaux là, qui servent présentement la bibliothèque, dans le fond, là, dans le même édifice qui sert présentement la bibliothèque, pas nécessairement dans le lieu bibliothécaire. Le lieu bibliothécaire qui est une espèce de sous-sol super contigu. C'est vrai que c'est vieux, c'est vrai que c'est vêtu. Je vais essayer de retrouver les mots qui sont utilisés là, par les spécialistes de ce projet. On parle dans le communiqué de presse, entre autres, que la bibliothèque est complètement déclassée au plan des normes établies par la Ville de Montréal, que les équipements culturels publics de l'arrondissement ne répondent plus aux besoins actuels de la population du plateau. Je vous rappelle qu'il y a 2 bibliothèques sur le plateau, celle sur l'avenue Mont-Royal et celle ici sur l'avenue du Parc, la bibliothèque du Mont-Hélène. Un centre culturel donc comprenant une nouvelle bibliothèque, une maison de la culture ainsi qu'une maison de la poésie. Rappelons que la maison de la culture et la bibliothèque du plateau Mont-Royal, en raison de leur exiguïté et de leur désuétude, doivent impérativement être mises aux normes, comme le réclame la communauté du plateau depuis plus de 15 ans. Complètement déclassé au plan de la ville. Ça, c'est M. Dupuis, je vais le citer. Complètement déclassé au plan des normes établies par la Ville de Montréal, les équipements culturels publics d'arrondissement ne répondent plus aux besoins actuels de la population du plateau. Je vous ai dit tout à l'heure ce que M. Ferrandez et Mme Lorrain en pensaient. Je vous rappelle donc que le centre culturel, c'est l'élément fort de l'aménagement qui induit l'axe structurant du design. J'ai juste conservé ça. Le projet est super bien monté. Allez le voir sur le site de Plateau Agriculture. Même si vous n'êtes pas résident du plateau, vous allez trouver ça super bien monté. Vous allez apprendre aussi comment monter des projets qui sont bien structurés. Là. Je vous posais comme question, pardon, doit-on laisser notre cerveau gauche au paradis ou à la maison lorsqu'on envisage qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque publique? Vous allez me dire, le mot biblio, j'imagine que ça parle de collection de livres et de prêts de documents. Moi, je trouve que c'est vieilli un peu comme imaginaire. Je suis un peu déçu aussi du fait qu'il y ait juste une imaginaire dans la collectivité pour définir ce que c'est qu'une bibliothèque publique. On n'arrête pas de parler de prolifération identitaire. Oui, il y a le discours économique, mais oui, il y a le discours culturel aussi. Puis il y a certains axes politiques aussi qui parlent de prolifération identitaire. On parle de politique minoritaire. Je vous ai dit, M. Kofi Sokopon, qui est un homme noir, mon Dieu, joue la carte de la couleur de la politique militaire. Mélanie Joly, qui, oui, candidate indépendante, oui aussi jeune femme, hein, jouer cette carte-là, c'est intéressant. Il faut les jouer, ces politiques minoritaires-là. C'est pas vrai que ça divise la population. Les États-Unis se sont construites par cette dynamique-là. Évidemment, avec tous les torts que ça a pu causer avec le racisme et tout ça, c'est vrai. Mais se sont construits à coup de politiques minoritaires comme ça, tout de même. Hein. Quand on parle d'un projet comme la Charte des valeurs, ça ne veut pas dire là, que je propose de dire que ce serait mieux qu'il y ait du racisme. Je vais revenir dans un instant, mais je vois que j'ai peut-être commis un égarement. Quand on parle de Charte des valeurs, ça n'est eu un projet minoritaire. Quand on prend l'œil du globe, évidemment, ici, dans notre société québécoise, on dit, ben là, on est tous francophones, on est tous à peu près pareils. Là. Bon, que Charte des valeurs, ça ne fera pas de grand trauma, mais quand on prend à l'œil du bon Dieu pour regarder le globe, ça n'est eu une politique minoritaire. Le meilleur exemple de politique minoritaire, vous allez trouver, c'est la loi 101 qui protège, qui veut pérenniser
la langue française au Québec. Là. Moi, je suis plutôt pour la loi 101, là, donc en tout cas, on en reparlera une autre fois, je ne veux pas m'égarer. Donc, ce que je voulais vous dire à propos des États-Unis qui se sont construits avec ce dynamo-là, c'est aussi de là ça vient, moi je pense, l'idée de classe moyenne. C'est une étiquette, c'est un mode de vie, c'est une étiquette qu'on a beaucoup promue au moment où il fallait que les familles noires, justement, qui avaient migré dans les grandes villes, s'adaptent à sa culture à vivre comme des Blancs. Moi, je donne toujours l'exemple de mettre la fourchette à droite, mais manger du poisson le vendredi, puis aller à l'église le dimanche, puis tout ça. Je vous donne l'exemple concret, là. C'est pas raciste ce que je dis, là, n'ayez pas peur, là. Une famille noire, là, j'ai stéréotype au bout, là, qui a des cousins, des cousines qui viennent à la maison. Imaginez le nombre de personnes qui peut demander à l'enfant comment ça a été aujourd'hui à l'école. Alors que la famille blanche, avec 2 enfants bien propres, va juste avoir, évidemment, papa et maman pour demander aux enfants comment ça a été aujourd'hui à l'école. Donc, les acculturés, on n'a jamais cherché à profiter de cette richesse-là, c'est-à-dire les cousins, les cousines s'en viennent, hey, on va pouvoir faire des affaires, avec une famille élargie comme ça. On a plutôt dit, soyez donc comme nous autres, avec 2 enfants, puis on va faire des tarifs au parc d'amusement. Là, si vous avez 2 enfants, 0.1, vous êtes dans la norme, sinon, vous allez payer plus cher que le 3e enfant. Donc, servez-vous de votre cerveau gauche aussi quand ça vient le temps de demander qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque publique. Puis soyez inquiets si vous avez la même imaginaire que tout le monde. Bien sûr, je sais bien, il est marqué bibliothèque publique. Ça collectionne des livres, ça peut être des documents, ça offre des postes informatiques. Si on a des questions, il y a des bibliothécaires qui sont là, qui sont super gentils. Puis il y a des messieurs, des madames aussi, il ne faut pas les oublier, les messieurs, qui sont capables de vous aiguillonner de manière courtoise et professionnelle vers un choix de lecture qui est approprié pour vos besoins. Ça ne laisse aucun doute. Maintenant, on mise fort sur l'UNESCO dans ce projet-là. C'est pas vrai qu'on mise fort, mais on le met toujours en prémisse, puis c'est standard. L'UNESCO, écoutez, là, ça travaille avec des paradigmes économiques, même si c'est pour les organisations culturelles. Soyez prudents. J'ai signé un éditorial qui était décevant. J'ai été obligé de faire une vidéo une semaine après, à peu près, pour expliquer ma décision parce qu'il ne tranchait pas. C'était un éditorial qui ne tranchait pas, donc c'était un peu mou, je vous l'accorde, dans lequel je refusais de trancher, donc pour dire est-ce que je suis en faveur de cette nouvelle bibliothèque-là sur l'avenue Mont-Royal ou pas. Moi, je trouvais que c'était comme donner un chèque en blanc parce que je ne sais pas de quelle sorte de bibliothèque publique on parle. Si c'est pour faire une autre bibliothèque qui va prêter des livres, tout ça, puis qui ne tient pas compte du fait que, bon, oui, il y a les avancées du numérique, puis oui, aussi toute cette prolifération identitaire. On est en période de contestation citoyenne, on parle de politique minoritaire et tout ça, on parle d'une période critique aussi. On est capable maintenant de parler de famille noire sans passer pour des racistes, mais ça a pris du temps avant. On a encore peur. J'avais peur tout à l'heure. Je voyais bien que je risquais de déraper. C'est pareil pour le nationalisme. Lorsqu'on tient un discours nationaliste, on marche un peu sur une ligne droite, sur une petite ligne bien mince, puis on sait qu'on va finir par trébucher. On y va, mais on va finir. Il faut oser aussi à un moment donné, pas pour choquer le public, mais juste pour faire avancer le débat. Il faut toujours bien avoir des opinions. Si on pense comme tout le monde, ça ne fait pas de débat de société. Donc, un pôle culturel à proximité du métro, évidemment, c'est une super bonne idée. Donc, il n'est pas question de dire que le projet de plateau art et culture, même si je ne pense pas que ce soit, même si je n'ai pas le goût de dire oui, on y va, go à tout prix, moi, je n'ai pas le goût de nuire à ce projet-là. C'est un super beau projet. Et puis, je pense que c'est à vous de décider si, oui, on a encore besoin d'une bibliothèque qui va prêter des livres, tout ça. De toute manière, peu importe la décision qui va être prise, la bibliothèque, demain matin, va encore prêter des livres, on va avoir des postes informatiques, mais il faut faire avancer l'acceptabilité sociale des bibliothèques de manière à ce qu'on puisse avoir un nouveau modèle de bibliothèque, puis pourquoi pas un modèle de bibliothèque au Québec qui se distinguerait des bibliothèques ailleurs dans le monde. Je ne pense pas que je vais compléter le tour de ma revue de presse. Je ferme ma caméra 2 instants, 2 minutes et 2 secondes plutôt, et puis je reviens, puis on va parler de bibliothèque un peu plus avec des graphiques, avec des modèles et tout ça. Je reviens dans 2 secondes. Alors de retour, oui, alors de retour sur la carte, pardon. Je vous montre ou je vous ai montré, je vous ai montré là une page du site dédié à l'opération Voie piétaire. L'opération Voie piétaire va prendre fin à la mi-novembre.
Vous voyez la petite carte, je l'ai marqué zone média. Allez voir Piétaille en 2 minutes plutôt que de m'étendre là-dessus. En 2 minutes, je vous explique comme il faut qu'est-ce que c'est que cette opération-là. Ça vise, entre autres, à faire avancer l'acceptabilité sociale, j'ai de la misère avec le mot acceptabilité aujourd'hui, vers des modèles de bibliothèques qui s'éloignent du modèle convenu, qui s'éloignent aussi en termes de livraison du service, du service traditionnel de prêt de documents. Là. Je veux qu'on y aille plus loin que juste substituer le prêt de documents imprimés par le prêt de documents numériques là, via Internet, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces beaux édifices-là qu'on construit? C'était une page du site. La page d'accueil du site, ce que je voulais vous dire, c'est que le site va rester en ligne. Le sous-domaine Bibliothèque publique du Tourmaline-Pointe va rester en ligne. On va revenir, entre autres, avec une autre opération au mois de février, c'est sûr, dans le cadre de la semaine de liberté d'expression, de liberté intellectuelle. Souvenez, dans la revue de presse, je vous ai parlé de la liberté académique. On va revenir sur ces enjeux-là. C'est des thèmes qui sont très, très proches du bazar d'idées. On va y revenir. L'angle, parce que c'est de la fraude, parce que la neutralité institutionnelle, c'est de la fraude. Je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que je vais avoir l'occasion d'en parler d'ailleurs cette semaine. Écoutez, là, je me suis égaré, là. Tout ça pour vous dire que la neutralité institutionnelle, c'est de la fraude, j'y reviens souvent. C'est juste pour dire qu'on ne peut pas être une institution culturelle et ne pas faire de la culture. Hein. Tantôt, j'ai fait de la politique minoritaire, puis j'ai eu des sueurs froides. J'étais en train de jouer avec des concepts qui évoquaient le racisme. Je pense que si on démocratise, si on popularise le fait que le monsieur il est noir, écoutez, là, c'est une couleur. Là, je ne pense pas exprimer du racisme, mais vous voyez, ça met dans des positions inconfortables parce que bon, c'est un facteur biologique et puis il ne peut pas rien faire. Hein. Le monsieur, peu importe le monsieur ou la madame qui a la couleur de peau noire ou la couleur de peau olive, ne peut rien faire pour changer ça. C'est comme s'il y avait un handicap. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir la couleur de peau autrement que blanche, ça correspond à un handicap. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut toujours être prudent. C'est difficile des fois de parler de politique minoritaire, mais il faut jouer cette carte-là. C'est comme ça qu'on fragmente les arènes, c'est comme ça qu'on évite le totalitarisme, c'est comme ça qu'on favorise la circulation d'idées. Sur Gérard Godin, je vous présente le modèle, je vous l'ai présenté rapidement. Tiens, je suis tombé sur ce modèle-là. Là. Modèle qui associe perception et pouvoir. Ce serait intéressant pour vous, probablement, qui voulez faire de la critique média ou des trucs comme ça, de regarder le scandale des appels robotisés. Qu'est-ce qui arrive avec M. Côté? Là? Bon, la perception, je pense qu'elle est mauvaise de manière généralisée. C'est une publicité négative, c'est ça qu'il voulait. Est-ce que c'est possible qu'il ait gagné du pouvoir avec une telle initiative? Bon, j'ai spéculé, je vous l'ai mis en corrélation, je vous l'avoue, j'ai fait exprès pour mettre ça en corrélation avec un article que moi-même j'ai écrit pour faire de l'autocritique, puis en même temps pour dire, des fois, on souhaite quelque chose, on souhaite une image de même, on souhaite une espèce de coquille vide, on dit, n'importe qui rentre là-dedans, il me semble que ça me plairait. Puis quand je dis, je vais avoir un politicien qui est capable de jouer dur avec le gouvernement, de toute façon, jouer de la politique dure, de dire, je m'assieds à Montréal, et puis je suis un dur, je suis là pas avec le crime organisé, là, avec les autres joueurs, avec les acteurs, que ce soit les groupes communautaires ou n'importe qui, là, il est capable de jouer dur. Moi, j'ai l'impression que ce serait intéressant. Ça ne veut pas dire de tenir la ligne dure dans tous les coins. Évidemment, on valorise les ententes asymétriques et tout ça. Mais vous comprenez que pour sortir du mode patience, le centre décisionnel s'en va vers l'ouest. Nous autres, on est une ville créative. Qu'est-ce qu'on va faire avec des économies qui misent sur l'exploitation des ressources premières? On va se mettre à chercher du pétrole au Québec. Bon, tant mieux, là, mais à Montréal, ça fait, je sais pas, moi, 50, 100 ans qu'on s'est émancipé du centre de production énergétique. Là, de l'Hydro-Québec, les lignes électriques sont solides, on se comprend. Et puis, c'est plus un débat pour nous à Montréal d'être en relation avec un centre énergétique comme celui pour Edmonton ou Calgary, les provinces de l'Ouest aussi. Là. Vancouver, ce serait la même chose, ce serait le même principe qui s'appliquerait à Montréal. On est des villes post-industrielles. Hein. Donc, je vous avais ce graphique-là sous les yeux, pas ce graphique, mais ce modèle-là. Ce que je veux vous montrer, c'est ce modèle. Groupe A, groupe B ou acteur A, acteur B. Je pense que pour aborder la question de la bibliothèque, la formule convenue, très néo-contemporaine, c'est est-ce que vous êtes en faveur de bibliothèques qui sont des passeurs de culture ou est-ce que vous êtes en faveur de bibliothèques qui sont des faiseurs de culture? J'aime mieux me ranger du côté des faiseurs de culture. C'est pour ça que j'ai de la difficulté avec l'appui à la construction de nouvelles bibliothèques sans savoir de quoi on parle quand on parle de bibliothèque publique. Évidemment, vous allez me dire, tu vas juste apprendre le même imaginaire que tout le monde. C'est un bel édifice dans lequel il y a des gens super compétents, super professionnels qui te donnent des conseils de lecture, qui te donnent,
suggestions de lecture, qui offre un prêt de documents, des postes informatiques. C'est associé souvent à une maison de la culture, où il y a des expositions, des trucs comme ça. Bon, à un moment donné, ça devient un peu banal, puis j'ai l'impression que ça, après 400 ans, on pourrait se mettre comme collectivité à penser la bibliothèque publique autrement. L'entrepreneuriat politique, les ressources, la stratégie A, la stratégie B, les vrais termes utilisés dans le modèle, on parle d'outils de guidance pour dire qu'est-ce que c'est qu'une stratégie. Moi, j'ai rajouté le mot tactique, là. Une stratégie, c'est plus vaste que ça. Notre stratégie, nous, c'est de dire si on est capable de sensibiliser les bibliothèques publiques, les meneurs d'opinion, puis la concitoyenneté en général. Je vous avoue que c'est ambitieux avec Bois-Piétail, là, mais on va faire au problème, c'est que le problème pour nous, le flux problématique, pour nous, on le définit comme il n'y a pas d'acceptabilité sociale possible pour des nouveaux modèles de bibliothèques, tant que juste un imaginaire associé aux bibliothèques, c'est-à-dire un prêt de documents. Maintenant, une bibliothèque, comme je vous disais, doit faire plus, puis il doit y avoir plus qu'un imaginaire associé aux bibliothèques pour qu'on puisse imaginer tous ensemble plusieurs modèles. Maintenant, si on ouvre la porte, comme je viens de le faire, à plusieurs modèles de bibliothèques, bien, on comprendrait mal pourquoi est-ce que la bibliothèque, je ne sais pas moi, de Ville-Anjou, de Ville-Mont-Royal, du plateau Mont-Royal, du centre-sud, c'est tout au même imaginaire. On comprendrait mal. Donc, ce modèle-là, évidemment, vous voyez que c'est pas vrai qu'on travaille en basse tour, mais les coalitions, qui de toute manière vont être regroupées selon qu'ils soient passeurs, ou c'est en faveur de la passation de culture ou en faveur de la fabrication de culture, vont être regroupés dans ces A et B-là. Et ils travaillent chacun de leur côté. Ça ne veut pas dire qu'ils ne dialoguent pas. Puis à un moment donné, ils font du courtage de politique. Ils font du courtage de politique. Et puis, c'est les décisions des instances qui font avancer. C'est-à-dire qu'il y a des perdants et des gagnants dans ce jeu-là. Je vais manquer de temps, mais je vais y aller. Au lieu de gaspiller le temps, je vous rappelle le premier modèle que je vous ai montré avec les conditions métaconstitutionnelles. Vous vous souvenez, ce qu'on essaie de faire en voulant affecter la philosophie de l'administration publique, la philosophie des meneurs d'opinion ou la philosophie de la constitutionnalité en général, en voulant aussi choquer un petit peu les bibliothèques publiques, pour dire, écoutez, ça fait 400 ans que vous n'êtes pas renouvelé, venez pas me faire à croire, vous ne commencez pas à être un modèle vieillissant. Bon, ben c'est de fragmenter le truc. On est l'arène de débat, on crée une arène de débat informelle, puis on fait une vigile qui est informelle, alors que la veille formelle est faite par le système. Bon, non, la bibliothèque doit ouvrir à cette heure-là, fermer à cette heure-là, et tout ça. Je reviens dans 2 secondes avec nos discussions sur la télé. Alors, bienvenue sur la CAD. Tout à l'heure, il y a tellement de fenêtres ouvertes sur mon ordinateur là, que j'ai commis une confusion. Si vous vous êtes intéressé à l'angle, pourquoi c'est de la fraude, là, allez dans la zone média. Il y a 2 liens déjà qui rappellent ça. J'en parle tellement souvent que j'avais préparé l'émission sur un autre angle. C'est pour ça que je vous avais montré l'écran militantiste. C'est l'angle que j'avais le goût de discuter avec vous aujourd'hui. Parce que les qualités de la bibliothèque publique doivent être revues. Lorsque je vous parle de revoir l'imaginaire qu'on associe aux bibliothèques, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une prolifération, une multiplication des imaginaires qu'on peut associer aux bibliothèques? Je pense que ce serait un courant culturel extrêmement important. Des fois, moi aussi, je suis un peu inconfortable quand l'entrepreneuriat politique rejoint l'entrepreneuriat culturel. Je ne fais pas d'entrepreneuriat culturel avec Bois-Piétail, je fais vraiment de l'entrepreneuriat politique. Je vous rappelle, une fenêtre politique, c'est un flux problématique, un flux culturel et un flux politique qu'un entrepreneur cherche à faire converger dans une fenêtre à un moment de l'actualité. Donc, on a choisi le mois d'octobre pour plein de raisons là, qui m'échappent présentement, mais ça fait longtemps que l'opération est prévue pour le mois d'octobre. Et puis, on a décidé de la caser là. Entre autres, fragmenter l'arène de débat public en temps d'élection, essayer de briser le monopole du jour du vote. Évidemment, ça va être un échec à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas moyen de briser ce débat-là, ce monopole-là. Mais en même temps, bon, on a créé un dynamisme. Il y en a qui sont très contents des résultats qu'on a obtenus sur Internet. Je vous les montre rapidement. Là,
Cet après-midi, dimanche le 13 octobre à 16h29, on est rendu à 925 visites. Moi, j'aurais aimé qu'on franchisse le cap du 900 jeudi dernier, jeudi le 10. Donc, je suis un peu déçu. J'imagine qu'on va franchir le cap du 1000. Peut-être qu'on l'a déjà franchi, il est rendu 3 h du matin ou demain dans la journée. Moi, j'ai l'impression qu'on a un bon 200 ou 300 visites en arrière. Des facteurs intéressants, par exemple, les gens passent plus de 5 minutes en moyenne sur le site consécutif. C'est quand même assez intéressant. 5%, 6% à peu près. Attendez une minute plus que ça. 7, que je peux voir mathématiquement, c'est incroyable. 7,3% des gens passent plus de 30 minutes consécutives lorsqu'ils entrent pour la première fois sur le site. Et puis ça, ça, je suis très, très, très content. On m'explique que c'était un peu surévalué comme statistique, mais n'empêche, elle est quand même fiable. 48,6% des visiteurs qui se connectent sur le sous-domaine bibliothèque publique du tourmanel.net mettent le site dans leurs favoris. Donc, je trouve ça intéressant comme statistique. C'est particulièrement élevé. On m'a expliqué pourquoi cette statistique-là était légèrement surévaluée et qu'il fallait que j'en tienne compte, mais c'est quand même intéressant. Donc, il y en a qui sont en train de, je vous dis, j'aurais aimé avoir un bon 300 visites de plus. On va adapter la stratégie. J'aurais pas le temps d'en parler aujourd'hui. J'aurais aimé ça en jaser avec vous. Même il y a 2-3 décisions d'affaires qu'on a prises à propos de la CAD. Ça sera pour une autre fois. Je vous remontre rapidement le graphique, le modèle où il y a les deux colonnes là, qui travaillent en concomitance, ne veut pas, là, avec les feuilles, dans le cas appliqué aux bibliothèques. C'est pas pour rien là, que j'ai mis A et B, hein, parce que dans n'importe quel domaine, vous pouvez appliquer ce domaine-là, vous allez voir que on vous range dans une grande catégorie selon l'idéologie que vous véhiculez, selon le programme que vous véhiculez, selon vos idées, pour vous voir venir. C'est ceux qui travaillent dans le monde communautaire, vous allez avoir connu ce problème-là. Là. C'est le gros poisson qui essaie d'avaler les petits poissons. Vous arrivez avec plein d'idées, et puis le gros poisson arrive dans l'aquarium et dit « Ah oui, j'ai écouté l'intervention de monsieur un tel, j'ai écouté madame une telle, j'ai écouté monsieur le maire un peu, j'ai entendu ça au reportage de Radio-Canada. Nous autres, on dit patati, tatata, une phrase bien tournée, et puis tout ça est recoupé là-dedans. Hein. Donc, occupez-vous pas de tous ces petits poissons-là, occupez-vous juste de nous autres. Vous l'avez vécu dans le monde communautaire, c'est frustrant, ça arrive. J'imagine que quand c'est notre tour, on le fait, mais on s'en rend peut-être même pas compte, on s'en rend compte juste quand ça nous arrive. Donc, la raison pour laquelle je vais vous montrer ces deux colonnes-là, c'est qu'il y a un produit qui a été publié cette semaine qui s'appelle « Qui sont les tricheurs ». Il y a des produits qui sont très sérieux, il y a des produits qui sont plus amusants un petit peu sur la bibliothèque publique, là, qui sont les tricheurs. Ça compare un régime moderne avec un régime critique, un régime postmoderne. Puis j'imagine que vous pouvez faire pas juste une corrélation, une espèce de coïncidence, hein, une coïncidence entre ces deux colonnes-là, régime moderne et régime critique, avec l'idée de est-ce qu'on veut faire encore des bibliothèques publiques qui sont limitées à être des passeurs de culture, ou on veut commencer à faire des bibliothèques publiques qui sont des faiseurs de culture, d'où l'argument sous-entendu par la neutralité institutionnelle, c'est de la fraude, évidemment. Ici, sur le bazar d'idées tourmanel.net, le mot objectivité n'est pas un mot généralement admis, parce qu'on n'y croit pas. On est pour le multiperspectivisme, pour le relationnel critique, on est pour le relationnel culturel, tout ça. Donc, quand on parle de neutralité institutionnelle, pour nous, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est juste des agents du gouvernement, ça, les bibliothèques publiques? Ben, si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils font en culture? S'ils sont pas des institutions culturelles avouées entre vous et moi, que ça répond même pas à l'imaginaire, que pourtant on partage toutes collectivement de la bibliothèque publique. Hein. Puis, en même temps, évidemment, c'est une institution qui est chérie, tout ça. On hésite à la critiquer. Et puis, justement, peut-être cette réticence à la critiquer lui nuit. Hein? Peut-être qu'elle l'empêche de se renouveler parce qu'elle est comme coupée du monde des idées. Elle est comme, encore une fois, elle est coupée du monde des idées. Voyons, c'est supposé être une institution culturelle. Comment peut-elle être coupée du monde des idées? Donc, il y a eu une publication, elle est drôle, celle-là, à cause du titre. Là, ça m'a fait faire quelques boutades, quelques commentaires derniers. Mais de quoi Daniel Quimbert, votre humble serviteur, a-t-il la frousse dans lequel je discute là, de pourquoi, si demain la période postmoderne venait à finir, on n'aurait même pas profité des 60 dernières années pour renouveler le modèle de bibliothèque publique. Moi, je trouve ça super grave, mais vraiment très, très grave. C'est pas du déchirage de chemise gratuit que je fais. La semaine prochaine, samedi prochain, là, si tout va bien, on fait le même type de papier, mais on va reparler de pourquoi c'est de la fraude. Il y a un rapport plus sérieux, rapport de représentation bois qui est
Ça doit être déposé, je pense que c'est demain c'est l'Action de grâce. Là. Mardi ou mercredi, je prends rendez-vous au réseau des bibliothèques publiques pour aller faire du militantisme, pour aller voir, pour aller déposer ce rapport-là, voir, prendre un contact et tout ça. Et puis, bon, vous pouvez le lire, c'est une lecture assez étoffée, c'est une dizaine de pages, mais tout est là, il y a des recommandations. Il y a même un synopsis que vous pouvez consulter. Il est difficile à trouver, je vais le mettre en ligne de manière plus évidente. Là. Il y a un synopsis que vous pouvez consulter sur, pas la faisabilité en fait, sur j'ai commencé à travailler, on n'a pas commencé à travailler ensemble, là, mais j'ai commencé à travailler sur une espèce de synopsis sur le design d'une politique qui pourrait être appliquée par le réseau des bibliothèques publiques de Montréal, de manière à pouvoir favoriser la prolifération identitaire, nourrir plus d'imaginaire associé à la bibliothèque publique et tout ça. Il y en a une qui est plutôt drôle comme contenu, un contenu plutôt. Votre bibliothèque publique vous trompe-t-elle? C'est fait sur le modèle des, vous savez, des petits tests qu'on retrouve dans les magazines. Là, mon mari me trompe, ma blonde me trompe pas. Bon, vous encerclez 1, 2, 3, puis arriver au résultat, vous pouvez savoir si votre bibliothèque rock ou elle rock pas. Faites-le, ce petit jeu-là, vous allez vous amuser. Ça doit prendre, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes. Là. Et puis, ça va vous donner une idée de comment évaluer votre bibliothèque avec des paradigmes qui sont différents de c'est bien propre, j'ai de la place pour circuler, il y a des chaises sont confortables, ils ont changé les tables 2-3 années, donc c'est pas un renouveau institutionnel majeur, on s'entend, mais travaillez sur des imaginaires. En prenez pas mes idées, là, puis en disant, ouais, c'est pas pire, ça ferait changement. Là. Travaillez sur des imaginaires que vous pourriez associer aux bibliothèques publiques. Et puis, par exemple, là, on a beaucoup travaillé, regardez sur la plage Gérald Godin, là, je vous montre la photo. On a beaucoup travaillé sur l'aspect esthétique extérieur et tout ça, c'est vraiment magnifique. Et puis, j'en doute pas que l'intérieur serait conséquente avec cet extérieur magnifique-là. Maintenant, quand on vous propose un édifice qui est très néo-contemporain et tout ça, comment pouvez-vous accepter qu'on va encore y prêter des livres comme il y a 400 ans dans cette bibliothèque, ou 200 ans là, dans cette bibliothèque publique-là? Ils ne sont pas au courant qu'il y a démocratie participative, tout ça. Je ne suis pas en train de critiquer le projet Art et Culture, je suis en train de nous critiquer collectivement, nous, qui associons encore la bibliothèque publique. Et j'ai le mal de mer, je cherche mon chapeau sur le plancher de danse, donc, ce que je vous disais avant d'être interrompu, c'est que le projet de la plage Gérald Godin, tel que présenté par Plateau Agriculture, là, je sais qu'il y a plusieurs acteurs dans ce dossier-là, je les nomme. Allez voir leur site web, c'est eux autres qui ont monté le dossier, c'est eux autres qui affichent le dossier. C'est magnifique comme building, comme édifice, pardon, et puis tout ça, mais ça va être un building donc très néo-contemporain, tout ça. Comment nous, comme collectivité, pouvons-nous accepter que ce qui va se produire à l'intérieur de ce building-là, neuf et tout ça, qui véhicule des valeurs jeunes et éclatées, si vous me permettez l'expression un peu vulgarisée, là, pour expliquer le multiperspectivisme, la libre circulation des idées, l'hybridité, la valorisation de l'hybridité. Hein. Tantôt, là, vous vous souvenez, là, je marchais sur une espèce de ligne, j'ai eu des sueurs froides, j'étais en train de parler de la migration, la grande migration noire vers les capitales du nord américaine suite à la fin de l'esclavagisme. Là, je jouais avec le mot noir, je dis, moi, attends une minute, là, sois un peu prudent. Donc, l'hybridation, maintenant, vous vous souvenez des couples métisses, c'était la nouvelle frontière hein, aux États-Unis de franchir le couple interracial. C'était comme une conquête du Far West, pensez-y. Donc, ça, c'est le type de valeur qu'on célèbre avec un édifice, avec l'architecture qui va être proposé pour la revitalisation de Gérald Godin. Nous, comme collectivité, c'est partout pareil dans le monde, ou en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas qui font des bibliothèques qui n'ont pas de livres dedans. Il y a San Antonio qui a ouvert un livre, une première bibliothèque sans livre. Ici, on a des médiathèques, on a des maisons de la culture à côté. Mais la bibliothèque publique, nous, comme collectivité, comment on fait pour encore dire il va avoir encore le même service de prêt de documents, puis c'est super prévisible, puis super attendu ce qu'il va avoir dans une nouvelle bibliothèque encore. Donc, moi, je me questionne. C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous avais montré la page pourquoi que les qualités de la bibliothèque publique doivent être revues. Je vous ramène également au fameux modèle par couche, par étage, où quand je disais, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est ébranler la structure profonde sociétale. Hein? C'est juste l'ébranler. Ça vous donne un horizon du possible. Vous vous souvenez, tantôt, j'ai réussi à vous dégager probablement une zone d'interprétation, une zone de création pour vous, pour dire
il y a moyen, effectivement, d'imaginer une bibliothèque publique sans qu'on retombe dans le convenu puis dans le traditionnel. Donc, juste ébranler cette condition d'état constitutionnel-là. Je vous ai dit après ça, mais comment, il me semble là, que la bibliothèque est coupée du monde des idées. Là, c'est aussi bien dire qu'elle est coupée de la culture. Mais là, comment elle peut faire pour se présenter comme institution culturelle? Je vous ai parlé un petit peu de la neutralité institutionnelle. Comment ces gens-là peuvent-ils être qualifiés pour être juste des acteurs sur le plancher et ne jamais, même pas pouvoir ébranler la structure du gouvernement ou les structures sociétales profondes. C'est plus culturel, c'est plus institutionnel, c'est plus démocratique. Donc, le militantisme qu'on fait par les temps qui courent avec l'opération propriétaire, c'est dire les qualités de la bibliothèque publique doivent être revues. Il ne faut pas protéger la bibliothèque des critiques. Elle est assez grande pour se défendre d'une part, elle est assez intelligente pour contre-argumenter, croyez-moi. Et puis, elle baigne dans les idées, elle baigne dans la culture. Donc, j'imagine qu'elle n'est pas en danger parce qu'on lui pose des questions puis qu'on lui demande, mais mon Dieu, là, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ça a-tu encore du bon sens que nous autres, comme collectivité, on pense encore qu'une bibliothèque, ça fait du prêt de documents. Ça va faire du prêt de documents numériques au lieu du prêt de documents imprimés, mais c'est pas une grosse évolution. Le service, la livraison du service reste de la même nature, puis ça va être éternellement comme ça. Mais là, je vous pose la question, est-ce que la bibliothèque n'a pas échoué dans sa mission fondamentale de faire de nous des projets culturels? Mais là aussi, comme projet culturel, j'imagine qu'elle est capable, elle aussi, d'ouvrir des horizons, hein, pas juste en nous prêtant des romans de fiction ou des essais ou peu importe. Là. Elle est capable de nous ouvrir des zones de création pour qu'on puisse contribuer à bonifier cet imaginaire-là. Je vous le dis, c'est extrêmement difficile. Je vous le montre encore une fois, le modèle qui met pouvoir et perception. Vous pouvez jouer à le faire, je ne le ferai pas là, parce que j'imagine que, bon, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est très, très, très difficile de faire évoluer l'acceptabilité sociale pour des bibliothèques qui s'éloignent du modèle convenu, avec une livraison du service qui s'éloigne du modèle traditionnel. Donc, j'imagine que la perception d'une telle campagne est plutôt mauvaise, et puis bon, notre pouvoir est plutôt faible. Maintenant, est-ce que cette campagne-là va réussir à nous faire monter en pouvoir? Est-ce qu'elle va ou est-ce qu'elle va mettre une bonne perception? Par exemple, c'est peut-être que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça ne constitue pas un renouveau bibliothécaire si votre bibliothèque, la seule chose qui a changé dans les 2-3 dernières années, c'est les fauteuils. OK? Bon, peut-être que j'ai réussi à vous convaincre avec un argument comme ça. Allez voir donc ce sous-domaine-là. Je vous le promets, il va rester en ligne. Il est en ligne éternellement, là, tant que le bazar, il est en ligne éternellement. Il va changer, il va être mis en page. Le contenu est austère. Hein. Vous avez vu tantôt, c'est des pages où il n'y a pas beaucoup d'illustrations, des trucs comme ça. Mais si vous voulez du contenu, vous allez en trouver. Et puis on va faire un beau tissage de liens. Ça va être un beau sous-domaine. On va emmener Horizon. Moi, j'ai un peu de peine pour ça. Horizon 17, il était conçu pour un microsite. Puis moi, j'aimais ça dire qu'on avait un microsite dédié à Horizon 17. On va l'amener sur la plateforme Drupal. Et puis, ça va être, ça livre bien la marchandise de la plateforme Drupal. Et puis, on va le retravailler puis tout ça. Ça va être peut-être moins charmant au niveau service culturel que ce que le microsite a à offrir. Mais bon, les gens vont avoir plus de facilité à trouver les informations qu'ils cherchent. Puis, bon, à un moment donné, c'est ça qui est important aussi, que quand vous visitez le site, vous trouvez les informations que vous cherchiez. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je crois que je vais préparer un mot de la fin. Je ne vois plus de trucs là, qui me sembleraient bon de revoir. Il y avait peut-être... puisque j'ai le temps, là, j'ai 2 minutes, oui. J'en ai parlé brièvement. Oh, bon, plutôt, ça va être plus intéressant si on parle de ça. Là. Donc, M. Fernandez qui dit il n'est pas question, on ne fait pas un copier-coller des maisons de la culture de manière générale sur le plateau parce que l'offre culturelle est déjà abondante. Madame Lorrain, sa principale challenger, son nom m'échappe avant, sa principale challenger, Madame Lorrain pour Coalition Montréal, dit ouais, ce projet-là, là, ça ressemble pas mal au projet d'envergure qu'on a en tête de faire pour le plateau Mont-Royal. Je vous remets le modèle, encore une fois, des 2 coalitions, là, des idées ou d'entrepreneuriat politique ou d'entrepreneuriat culturel. Je sais que des fois, il y a une différence fondamentale, mais en même temps, je ne sais pas le type de militantisme ou d'activisme que vous cherchez à faire. Donc, je vous remets ce modèle-là. A et B, j'ai volontairement mis le modèle avec A et B non défini, juxtaposer les termes qui sont les plus pertinents pour vous. Aujourd'hui, je parle de bibliothèque publique, donc évidemment, je vous parle de
le modèle du groupe qui pense que la bibliothèque publique doit demeurer des passeurs de culture, puis du groupe qui pense que la bibliothèque publique peut faire de la culture. Hein. Ils ont les moyens, par exemple, de publier des entrées de blog à tous les jours. Pensez aux gens à quel point ils sont cultivés. C'est une richesse. Écoutez, c'est innommable. Écoutez, ça n'a pas de sens que votre bibliothèque publique n'ait pas son blog à elle et qu'elle ne publie pas à tous les semaines. C'est les artefacts culturels de demain. Là. OK, là, c'est un déficit culturel qui s'accumule jour après jour. On a décidé un guichet unique. Il y en a un blog, les bibliothécaires de Montréal, l'Espace B. C'est super, c'est trippant, tout le kit. Mais pourquoi ces ressources-là, qui sont sur tous les planchers, là, sur tous les lieux bibliothécaires, dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas chacun leur blog? J'exagère peut-être en disant que chacun des employés devrait avoir leur blog personnel puis pondre des entrées de blog à tous les 2 minutes. Là. Mais pour la bibliothèque, qu'elle ait son propre blog puis qu'elle fasse des entrées originales. La plupart du temps, on veut du contenu original. Du contenu original, ça veut dire de la propriété intellectuelle. Ça veut dire des osalides pour vous, pour moi, pour les autres. Des osalides, c'est des blueprints. Hein. Le blueprint, c'est la marque de commerce. Un osalide, des plans hein, qu'on peut interpréter. Vous voyez comment on peut jaser longtemps juste avec un modèle qui est marqué A puis B. C'est la même chose. Bon, Antoine, je vais pas me rester une minute. Antoine, singing down the wall. And when you ask them how much should we give, ooh, the whole answer more. Hear me, I know better than some. Hear me, I ain't no fortunate one. Hear me, I ain't no sinner or son. Salut Rebelle, j'ai été coupé tout à l'heure, j'ai vraiment mal calculé mon temps, j'ai jasé encore 2-3 minutes après que la caméra, que le disque était plein. Ce que je vous disais, là, j'ai regardé puis j'ai remarqué aussi que le café, effectivement, ceux qui vous disent quand t'es pour passer à la caméra, prends pas de café avant, c'est vraiment vrai. Les dames jaunissent de séquence en séquence. Enfin bon, vous m'excuserez pour ce petit manquement. Il est rendu presque 4 h du matin, on est lundi le 14 octobre. J'avais le goût de prendre un café avec vous, OK? Ce que je vous disais donc à propos des osalides, c'est le nom générique de ce qui est convenu d'appeler des blueprints. Hein? C'est la marque de commerce, c'est un peu comme des Kleenex pour les mouchoirs ou frigidaires pour les réfrigérateurs. Ça prend du matériel original, ça prend de la propriété intellectuelle. On parle de ville créative. Qu'est-ce que c'est que la création? Hein? Je vous parlais tout à l'heure de fragmenter des espaces, des structures et des trucs, de fragmenter des arènes de débat, de fragmenter des textes, de mal les lire, hein, de tirer à côté du script afin de vous dégager un espace d'interprétation propre, mais c'est aussi un espace de création propre. C'est à vous, cet espace-là, que vous faites de la production culturelle lorsque vous arrivez là. Donc, quand vous envisagez l'avenir de la bibliothèque publique, ça peut être intéressant de fragmenter l'image ou l'imaginaire que vous avez de la bibliothèque publique afin de vous créer un espace de création propre, puis de faire bénéficier la société de ce bien ou de ce bien culturel-là que vous avez créé ou de ce service culturel-là que vous rendez à la collectivité en créant des contenus originaux. Donc, quand je vous disais que chacune des bibliothèques devrait avoir son propre blog ou une autre forme de diffusion, c'est qu'ils devraient faire des contenus originaux comme ça, que ça peut être très bref, mais à tous les jours ou à peu près, là, et chacune des bibliothèques, je pense qu'il y a 44 bibliothèques juste ici à Montréal. Imaginez 44 blogs pour ces bibliothèques-là qui font 10 blogs par année, ça fait 440 blogs multipliés par an, je vois là. Ça ferait 440 blogs vite. Ça, c'est un déficit culturel. On ne l'a pas parce qu'on a choisi d'avoir juste un blog pour tous les bibliothécaires, puis juste
juste un guichet unique. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Le guichet unique, là, je comprends que le gouvernement, pour faire avancer l'acceptabilité sociale d'investissement en termes de culture numérique, disait ben, il va y avoir un guichet automatique, pas un guichet automatique, mais un guichet unique. Vous allez trouver toutes les informations là, puis ça va être super pratico-pratique. Maintenant qu'on a fait ce guichet automatique-là, on voit bien qu'il y a des failles à ce système-là. D'une part, c'est capitaliste au bout. Là. On va accumuler du savoir, on va accumuler du savoir, on va accumuler du savoir là, puis il n'y a plus moyen de croiser des données. Tout le monde travaille avec les mêmes données, on s'astine sur les mêmes chiffres, on fait juste dire des choses différentes aux chiffres. Bon, je voulais faire le mot de la fin. J'ai fermé beaucoup de fenêtres sur mon ordinateur. Je suis content de ne pas trouver ça trop dur. Tout à l'heure, j'avais vraiment un paquet de fenêtres. Peut-être rapidement vous dire, décision d'affaires concernant la CAD. C'est un beau défi de webmastery, hein? De dire comment assurer une croissance organique, sachant qu'il n'y a pas de mots-clés, c'est pas comme des blogs, justement, ou n'importe quoi, ou des textes écrits, où il va y avoir des mots-clés, puis à un moment donné, une croissance organique. On peut prévoir que, tu sais, par exemple, un moteur de recherche comme Google, ce mois-ci, nous a envoyé 200 visites, 500 visites, 1000 visites, l'année prochaine, 3000 visites par mois, des trucs comme ça. Tu sais, on peut prévoir une croissance organique comme ça, avec des vidéos comme ça. C'est plus difficile, mais c'est un défi de webmastery, c'est un défi qu'on est là pour relever. On fait de l'innovation, encore une fois. L'innovation, on l'entend dans le discours économique, on l'entend dans le discours politique, mais rappelez-vous que ça vient du monde des idées, l'innovation. Il n'y a rien qui a été inventé sans avoir été d'abord imaginé. Hein? Donc, quand je vous disais tout à l'heure, la bibliothèque est coupée du monde des idées, pensez-y, c'est grave. Ça se présente comme une institution culturelle forte. C'est pour ça que c'est dans l'appareil gouvernemental, la bibliothèque publique. C'est pour ça qu'on l'apprécie, qu'on la chérit, puis qu'on veut y faire attention. Que des fois, on évite de la critiquer, peut-être aussi. Mais quand on évite de la critiquer, il faudrait quand même pas la mettre en dehors du monde des idées. Hein? Je trouve qu'il faut avoir une relation avec notre bibliothèque publique et c'est un peu le projet que propose Voix Piétaille qui essaie de fragmenter cette arène de débat-là en disant non, on n'aura pas l'air niaiseux, écoutez-nous aller, on n'aura pas l'air niaiseux quand on vous dit il y a quelque chose d'absurde avec le fait que collectivement, on a juste un seul imaginaire associé à la bibliothèque, il date de 400 ans d'un autre continent, puis la seule révolution qu'il y a eu finalement, c'est changer les fauteuils là-bas, mettre 3 postes informatiques ici, des trucs comme ça. Écoutez, c'est pas ça qui va bonifier ou qui va bouleverser ni la culture institutionnelle des bibliothèques qui sont pas capables, par tout d'après moi, de débranler les structures sociétales, hein, sont au service du gouvernement, sont pas capables donc de changer les conditions métaconstitutionnelles. Là, je vais remettre le tableau là, à ce qui est en haut. Là. On n'aime pas le top to bottom, là, mais ce qui est en haut, ils sont pas capables de le changer. Ils travaillent en culture, ces gens-là. Non, c'est des ports de culture. Donc, moi, je pense que ce modèle-là, il commence à être édulcoré. Il n'était pas question, dans toute cette rhétorique, de vouloir nuire au projet de plateau horticulture qui veulent une nouvelle bibliothèque sur l'avenue Mont-Royal pour remplacer celle qui est vétuste. C'est vraiment l'avenir de la bibliothèque publique, je le dis souvent, c'est matière à débat. Sur ce, chers amis et chers amis, je vous laisse, ceux qui ont écouté l'heure au complet, je pense qu'on était rendu à 1h15, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse mon courriel, en tout temps, vous pouvez m'écrire. De ce temps-ci, le délai de réponse est de 48 à 72 heures, mais en temps normal, 24 à 48 heures, vous avez une réponse de moi, c'est sûr. Bonjour à tonmylène.net, bonjour au quartier Mylène, tiens, pendant qu'il me reste, je pense, une minute, là. Bonjour au quartier Mylène, bonjour au quartier adjacent, bonjour au reste des communautés à laquelle vous appartenez. Ça me fait toujours plaisir que vous soyez là. Communiquez avec nous, envoyez-nous vos productions originales de contenu, développer des angles qui sont critiques, qui ébranlent les structures profondes et qui fragmentent les arènes de départ afin d'éviter les situations monopolistiques comme par exemple lors de la tenue d'élection, le monopole du jour de vote. Ils veulent juste notre vote, ce monde-là. Salut la gang. Bye bye.